www.libradio.org. La station debout. Alors le site internet directement concerné, c'est le suivant, www.fedayin-lefilm.com, Fedayin, F-E-D-A-Y-I-N. Je vais donner également la référence du site concernant directement Georges Ibrahim Abdallah, donc www.liberongeorges.samizdat.net. Passons donc à ce film-là. Alors, Fedayin, pourquoi ce film ? Racontez-nous un petit peu cette aventure et dites-nous également, qui est Georges Ibrahim Abdallah ? Incarcéré, on l'a dit, depuis plus de 35 ans maintenant, précisément à la prison de Lannemezan. Lannemezan, oui. Lannemezan, c'est donc dans les Hautes-Pyrénées, donc 36e année maintenant de détention, un détenu politique, hein. Mais je vais vous laisser peut-être le dire vous. Alors, qui est Georges Ibrahim Abdallah et pourquoi ce film ? Alors, Georges Abdallah, c'est un communiste libanais qui a commencé à lutter il y a fort longtemps. Il a commencé à lutter à son adolescence. Du coup, c'était pas hier. Et en tant que communiste libanais, il s'est vite rendu compte que la contradiction que représentait Israël dans le monde arabe était une contradiction principale. Et du coup, il a décidé de lutter aux côtés de la résistance palestinienne. Il a fait partie du Front populaire de libération de la Palestine, le FPLP. Quelque temps après, il a fondé les fractions armées révolutionnaires libanaises, les FARL, qui ont eu pour objectif de faire des actions armées en Europe pour toucher les intérêts américains et israéliens en Europe. D'accord. En 1984, il s'est vu arrêté par la police française. Il s'est vu condamné à perpétuité. Voilà. Le voilà emprisonné en France depuis 1984. Il a connu plusieurs prisons, hein, comme c'est le cas en France pour les prisonniers de longue date. Il s'est retrouvé à Lannemezan, qui est quand même une centrale où se retrouvent pas mal de prisonniers politiques en France. Ouais. Parce que il y avait notamment des militants d'Action Directe et il y a encore des militants de la gauche révolutionnaire basque. Son incarcération n'a pas signifié pour Georges Ibrahim Abdallah la fin de son combat, bien au contraire. Tu as raison de le dire. Comme pour tout révolutionnaire, la prison c'est pas du tout un temps de pause, c'est un autre temps. Et il a continué son combat en prison, c'est-à-dire se mettre en lien avec d'autres prisonniers révolutionnaires. On peut citer par exemple la plateforme qu'il a signée en 1999 avec plusieurs prisonniers anarchistes et communistes. On peut citer aussi les nombreuses grèves de la faim qu'il a menées en solidarité avec les grèves de la faim des prisonniers palestiniens. Il est libérable depuis 20 ans maintenant. Alors pourquoi non ? Pourquoi est-ce qu'il est encore depuis plus de 35 ans maintenant incarcéré ? Depuis le début, c'est une incarcération politique. Il est incarcéré parce que il est révolutionnaire, parce qu'il défend une lutte de libération de la Palestine d'un point de vue révolutionnaire. Il est effectivement, d'après la loi, libérable. Ça ne veut pas dire que l'État français doit le libérer. Libérable, ça veut dire qu'il peut faire des demandes de libération. Et après, l'appareil judiciaire voit s'il est libérable ou pas. Et bien entendu, l'appareil judiciaire français constate à chaque fois qu'il n'a pas renié ses idées, qu'il est toujours révolutionnaire. C'est pour cette raison qu'ils ne veulent pas le libérer. Ajoutons juste à cela que au Liban, mais aussi en Palestine, c'est une figure d'un courant révolutionnaire. Du coup, le libérer, c'est quand même libérer un symbole de la résistance. Et ça, l'État français, il l'a dit assez clairement, mais il y a aussi l'État américain qui fait des pressions pour pas le libérer, parce qu'ils sont conscients que le libérer, c'est libérer un symbole de la résistance et un symbole révolutionnaire, et ça n'arrange ni les intérêts français,
ni les intérêts américains. Emprisonné depuis plus de 35 ans, c'est quasiment une peine de mort. Comment se fait-il qu'on peut encore garder quelqu'un dans une prison? J'entends bien tout ce que vous venez de dire et puis j'entends bien effectivement ce que représente Georges Imrim Abdallah. Il n'empêche que c'est tout de même un humain avec un corps et puis une âme, un esprit, et puis qu'en prison 35 ans, ça paraît démentiel. On l'a dit, c'est un prisonnier politique. Quels alliés pour sa libération, quelles actions ont-elles eu cours et lesquelles pourraient continuer de survenir qui puissent infléchir le destin de Georges Imrim Abdallah? Dès le début de son incarcération, il y a eu des actions pour sa libération, notamment au Liban. Malheureusement, il a été enfermé, on va dire, dans une drôle de période où le courant révolutionnaire en Europe a connu une décroissance, une vague de repli, quoi. Du coup, en Europe, en tout cas, pendant des années, on peut dire jusque 1999 et le début des années 2000, il a connu une espèce d'isolement en Europe. Peu de personnes le connaissaient et encore plus peu de personnes connaissaient son parcours politique. Voilà. C'est à travers les personnes qui solidaires des prisonniers d'Action Directe qui a eu cette connexion entre les militants d'Action Directe emprisonnés en France et Georges Abdallah. Et le soutien en France, mais aussi en Europe, a débuté au début des années 2000, doucement au début, et puis il s'est étendu à travers le temps. Je vais juste ajouter par rapport aux raisons qui font que Georges est toujours en prison. Il y a quelque chose qui est central, en tout cas qui est revendiqué par la justice, qui n'existe pas d'un point de vue purement légal, mais qui est la question du repentir. Ce qui est demandé quand même régulièrement, ou ce qui a été demandé lors de chaque demande de libération qui ont été émises par Georges Abdallah, c'est de dire qu'il regrettait ses actes, ce qui est une demande complètement contradictoire pour un prisonnier politique révolutionnaire. Donc il y a ça qui est mis en jeu comme un prétexte à une non-libération. On demande à un communiste révolutionnaire de dire qu'il n'est plus communiste révolutionnaire. Ça fait plus de 36 ans que ça dure. Donc ça, c'est un élément central qui est mis en avant souvent dans le fait d'empêcher sa libération. Et après, alors on le développe un petit peu dans le film, mais il y a cette décision du tribunal de libérer Georges Abdallah, qui est donc conditionnée par une expulsion vers le Liban, qui attend juste la signature du ministre de l'époque, donc c'est Emmanuel Valls, qui signera jamais cette expulsion. Enfin voilà, là on est dans un cas très politique, et il y a notamment une note, alors je l'ai plus trop en tête là, mais des services de renseignement de l'époque en France. Enfin il y a une vingtaine d'années, qui explique que libérer Georges Abdallah, c'est dangereux. Parce qu'il serait accueilli comme un héros dans son pays au Liban, et que ce serait dangereux pour la stabilité régionale. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est aussi également mis en avant par les autorités, par le biais des services de renseignement. C'est un tout qui et aussi, alors un autre élément là qui est plus historique, c'est que en fait à l'époque de l'affaire, cette affaire était très très connue, puisqu'en fait, il a été mélangé, enfin, c'est les Farl et Georges Abdallah. Toute cette histoire s'est déroulée dans une vague d'attentats dans les années 80, donc en 86, notamment les attentats de la rue de Rennes. Donc c'était, pour ceux qui ne connaissent pas, une bombe qui a été lâchée devant un magasin, Tati, à Paris. Et ça a été revendiqué par le comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient, qui revendiquait notamment la libération de Georges Abdallah. Donc à partir de là va s'enclencher toute une histoire judiciaire, une machination judiciaire qui va en fait décider que Georges Abdallah, ça va être le bouc émissaire de tout ça. Et donc alors là on s'égare un peu de ta question, mais c'est quand même central, c'est que à titre d'exemple, le procureur réclame 10 ans de prison à ce moment-là, et il va être finalement condamné à perpétuité. Ça montre un peu en quoi aujourd'hui encore il est victime de toute cette époque complètement floue de politique
étrangère impérialiste française, notamment le soutien de la France. C'est encore une autre question, mais soutien de la France à l'Irak dans sa guerre contre l'Iran. Enfin voilà, il y a toutes sortes de. C'est un peu cette histoire, que Georges Abdallah a été un peu utilisé dans tout ce contexte politique très complexe, et qu'aujourd'hui il en paye encore le coût par des décisions politiques complètement arbitraires et ridicules, notamment la dernière de Manuel Valls. Alors, on va le rappeler pour les personnes qui souhaitent justement se solidariser, soutenir, se tenir au courant. Alors, il y a le site évidemment du film, du documentaire, www.fedain-lefilm.com, et également le site libérongeorges.samizdat.net, où sont indiqués évidemment par exemple les références si on souhaite lui écrire, mais également s'il y a des rassemblements, parce que vous l'avez dit, la lutte continue, la solidarité ne s'arrêtera pas à ça. De l'intérieur et de l'extérieur de la prison, les luttes sont convergentes et elles vont certainement pas cesser. Revenons-en au documentaire. Alors voilà, comment est-ce que vous avez procédé ? On sait que Georges Abdallah a donc 2 frères, il a une famille au Liban. Comment est-ce que vous avez mis en place ce film ? Il y a sur votre site internet, une bande-annonce qui commence par un morceau de journal télévisé, et ensuite des témoignages. Alors expliquez-nous un petit peu comment est-ce que vous avez fabriqué ça. L'idée au début de ce film, c'était pas d'en faire un documentaire, un long métrage. Alors, on était plutôt sur vraiment l'idée d'outils, encore une fois, assez courts, qui permettraient d'animer des débats, des discussions sur le cas de Georges Abdallah. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a fait une partie du tournage au Liban en l'été 2019. Donc ça a donné un peu une autre dimension à notre réflexion autour de la question de Georges Abdallah. Et on voulait d'abord éviter de tomber dans une forme d'hagiographie de Georges Abdallah sans tenir compte sans expliquer le contexte dans lequel il est né, dans lequel il a évolué. Donc ce qui nous a importé, c'est de comprendre le parcours politique de Georges Abdallah à travers son engagement dans la résistance, notamment palestinienne au Liban, comprendre qu'est-ce qui pousse un Libanais chrétien, maronite, dans les années 60-70 à s'engager dans les rangs de la résistance palestinienne, à choisir la lutte armée. Quel est le lien entre le Liban et la Palestine ? Pourquoi c'est pas évident pour tout le monde de comprendre que vient faire la Palestine dans cette histoire. Donc d'essayer de reconstituer un petit peu le contexte de l'époque, de ces années 70, d'un point de vue politique, l'histoire de la Palestine, et puis à travers toute cette histoire-là, essayer de reconstituer un peu le parcours de Georges Abdallah. Donc c'était notre objectif principal, d'essayer de recréer un contexte, réexpliquer un peu le contexte historique qui a amené un jeune Libanais, enseignant dans les années 60-70 à prendre les armes contre l'occupation sioniste au Liban. Parce que juste quelques mots pour reparler du contexte. On est quand même dans un contexte d'occupation. On est 20 ans après la création de l'État d'Israël, l'occupation de la Palestine en 48, et le Liban est aussi victime d'occupation. Et donc c'est dans ce contexte-là que Georges va s'engager. Donc pour retracer tout ça, pour répondre plus précisément à ta question, il a fallu revenir un peu à son histoire privée, on va dire, et donc aller à la rencontre de sa famille dans un premier temps, de ses frères et sœurs. Alors il a plus de 2 frères, ils sont assez nombreux, il y a des frères et des sœurs. Essayer de comprendre un peu l'environnement familial aussi, et puis après suivre son évolution, et puis sa venue en Europe et en France. Ses compagnons de lutte sur place au Liban, comprendre quel était l'enjeu, quelle était la place des camps de réfugiés palestiniens au Liban, et puis ensuite ses camarades de cellule. Donc il y a un entretien notamment avec Jean-Marc Rouillant qui était incarcéré avec lui, Alain Mezan, Bertrand Sassois qui fait partie aussi de tout cet héritage de lutte armée, mais cette fois-ci en Europe. Donc voilà, on a essayé de reconstituer cette histoire avec différents intervenants et intervenantes, le soutien aussi, évidemment, la mobilisation pour la libération de Georges Abdallah, le soutien, et essayer de
refaire un panorama un peu à travers différentes personnes pour recréer son histoire. Oui, très bien. Merci beaucoup. Est-ce que ça a été compliqué d'abord de rencontrer toutes ces personnes-là, et ensuite est-ce que ça a été compliqué de les faire parler? Est-ce que assez facilement ces personnes-là s'expriment et elles vous ont dit pas de problème, on peut filmer, on peut y aller, on témoigne? Ou c'était pas aussi évident que ça? Racontez-nous un petit peu ça. La question d'après, ce sera sur qu'en reste-t-il dans la mémoire collective de l'affaire Georges Ibrahim Abdallah quand vous vous êtes rendu au Liban? Est-ce que vous avez senti que, eh bien, quelqu'un de 20 ans maintenant, parce que ça fait quand même tellement d'années qu'il est en prison, et on sait qu'est-ce qu'on veut faire lorsque l'on essaie d'enterrer une personne, hein, d'en faire oublier le discours, etc., l'existence même. Voilà. Après, j'aimerais vous questionner sur cette mémoire collective, parce qu'on sait que le cinéma, c'est également le documentaire, c'est également un des rôles qu'il porte, que l'on n'oublie pas. Mais d'abord, voilà, est-ce que ça a été facile de rencontrer les personnes, la famille et d'autres gens? Et est-ce que ça a été compliqué de les faire parler ou c'était facile? Alors, à cette question, quand même, on avait pour y répondre, on avait un énorme avantage, on peut dire, c'est que comme on disait, on était des militants et des militantes issus du soutien à la lutte du peuple palestinien et issus du soutien à la libération pour Georges Abdallah. Donc on débarquait pas non plus dedans. Voilà, ça fait c'est les rencontres qu'on a pu faire pour le documentaire sont quand même issues d'un travail de presque 10 ans sur le sujet. Donc voilà, ça nous a facilité les choses, notamment pour rencontrer les bonnes personnes au Liban. Et est-ce que assez facilement, du coup, elles se sont livrées et puis est-ce que ça a été dur justement de les filmer, de leur dire voilà, l'idée c'est qu'il y ait un témoignage, c'est qu'on en fasse quelque chose, c'est un objet de lutte? Non, moi je trouve que ça a été plutôt simple. Dans la démarche. Après, voilà, est-ce que les personnes ont répondu à toutes les questions? Non, évidemment, parce que voilà, il y a des choses qui ne se disent pas. Mais globalement, on a été très contents et de l'accueil et des réponses. Très bien. Bah, écoute, c'est super. J'ajouterais juste que par rapport à ce que dit Nico, c'est que ça fait partie de la démarche aussi. Ça a été bien reçu et il n'y a eu aucun refus, en tout cas parmi les personnes à qui on a proposé de parler de cette histoire, parce que la démarche était claire, ouvertement politique, et que ça s'est fait dans une forme de discussion, enfin de concertation. On n'est pas venu, comme précisait Nico, une équipe de tournage complètement extérieure qui s'intéresse à une affaire judiciaire qui traîne. C'est quelque chose qui prend ses racines aussi dans la lutte politique, et donc la manière de travailler, la manière d'aller à la rencontre de ces personnes et des premiers concernés fait partie de cette méthodologie-là, en tout cas de cette envie politique-là. Très bien. Qu'en est-il de la mémoire collective? Est-ce que l'affaire, d'une certaine manière, l'affaire Georges Ibrahim Abdallah, eh bien, est-elle présente dans l'esprit des jeunes Libanais, peut-être plus de manière plus rapprochée des jeunes maronites libanais, ou pas? Ou est-ce que c'est encore quelque chose qui habite les consciences chez les Libanaises et les Libanais actuellement? Dans une certaine partie de la population, alors pas forcément chez les maronites, mais chez une partie de la population, une partie de la population qui aspire aussi à un changement radical des clans politiques au pouvoir au Liban. Et oui, je pense que Georges Abdallah, mais surtout son combat, sont toujours présents dans une partie de la jeunesse libanaise. Peut-on dire également qu'au vu de la situation politique dégradée au Liban et puis des mouvements de résistance qui surgissent en ce moment, ces derniers temps,
là également, voilà, les jeunes se tournent également, pas que, mais regardent un petit peu sur les mouvements de lutte et que, alors peut-être que avec cette histoire des FARL, hein, dont Georges Ibrahim Abdallah est un des fondateurs, eh bien, il y a, voilà, cette mémoire de lutte est ressurgie d'une certaine manière. On l'espère de tout cœur. Et puis, je dirais que c'est pas juste une problématique de personnes. C'est aussi une cause, parce que Georges Abdallah défend la cause palestinienne d'une façon radicale, défend un avenir communiste. Et j'espère bien que dans la jeunesse libanaise, ça puisse donner des aspirations et des idées pour le futur. Il y a quand même, il est présent. Moi, j'ajouterais ça, c'est qu'il est présent. On a vu dans dans les moments forts là des mobilisations du Liban l'année dernière. Il y a eu quand même il y a des chansons sur l'histoire de Georges Abdallah. Dans les rassemblements, il y avait des pancartes à son effigie. Il a été, il y a plusieurs fois, ils ont fait référence à Georges Abdallah. Donc il est quand même présent, et à la fois il est aussi présent à l'échelle de ce qu'est aujourd'hui la gauche, et en particulier la gauche révolutionnaire. C'est-à-dire que il n'est pas en dehors de ce contexte-là non plus. Qu'il y a un recul depuis quand même pas mal d'années, plusieurs décennies de la gauche révolutionnaire, qui est toujours présente, mais moins que dans les années notamment auxquelles il a participé dans les années 60-70. Et du coup, il est présent aussi dans ces proportions-là, dans ce contexte-là. Et aujourd'hui, le mouvement, la mobilisation sociale au Liban, elle est un peu nouvelle, et Georges Abdallah, il en fait partie indirectement, mais voilà, dans cette proportion-là. Ouais. C'est extrêmement intéressant de rappeler que voilà, ce qu'il y a parmi les choses extrêmement importantes dans ces courants révolutionnaires, c'est la mémoire, c'est la continuité, c'est l'internationalisation, l'internationalisme d'une certaine manière. C'est que ces luttes soient partagées, et on le voit effectivement dans l'exemple de Georges Ibrahim Abdallah avec le FPLP, donc d'abord, puis le FARL, et puis les alliances. Peut-on dire qu'il y a eu des alliances ou que des actions communes ont été produites avec des mouvements en Europe? Je pense à Action Directe notamment. Tout à fait, oui. À l'époque où se montent les FARL, l'Europe connaît des forts mouvements de lutte armée, que ce soit les Brigades Rouges en Italie, la RAF en Allemagne, les CCC en Belgique ou Action Directe en France. Et tous ces mouvements-là ont une connexion. Mais ils ont une connexion aussi en dehors de l'Europe. Ils ont des connexions avec les groupes révolutionnaires turcs et les différentes composantes de la gauche révolutionnaire palestinienne. Et c'est tout naturellement que les FARL se sont mis en connexion avec tous ces groupes, et il y a eu des actions en Italie, en France, etc. Des actions qui en commun. Les camarades des Brigades Rouges ont beaucoup œuvré aussi avec la gauche révolutionnaire palestinienne. Et c'est à préciser, parce que nombreux sont les camarades italiens qui sont toujours en prison aussi, et qui ont des années de prison qui s'apparentent aux années de prison de Georges. Dans le film, il y a notamment Bertrand Sassois, qui est des membres d'un groupe qui aujourd'hui n'existe plus, mais les cellules communistes combattantes, qui expliquent, donc qui sont arrivés plus tard, qui expliquent que les groupes de lutte armée libanais, palestiniens, ont eu un effet de réflexion sur leurs propres pratiques dans la lutte dans un pays comme la Belgique, un pays impérialiste, ou en France. Donc il y a des liens d'héritage, et puis après, comme disait Nico, il y a des liens de toute façon plus ou moins importants, plus ou moins forts, plus ou moins organisés entre tous ces différents groupes, mais ça a eu un effet sur différentes générations de groupes de lutte armée. Et rappelons aussi que à l'époque, les camps de réfugiés palestiniens au Liban
étaient, alors suivant l'analyse qu'on en fait, mais étaient des zones plus ou moins libérées, dans le sens où il y avait la constitution de camps d'entraînement, il y avait tout un travail théorique et pratique dans le sens révolutionnaire, et c'était des plaques tournantes de la révolution à l'échelle mondiale, parce qu'il y avait des révolutionnaires sud-américains qui allaient pour s'y former et aider la révolution palestinienne, mais il y avait aussi beaucoup de camarades européens qui sont passés par les camps de réfugiés palestiniens pour la même chose, et pour aider, et pour se former, et pour contribuer à la révolution palestinienne, qui était assez centrale à l'époque, et pour contribuer à la révolution mondiale. Alors vous avez cité un ensemble d'organisations, Action Directe, les cellules combattantes communistes, également la Roterme Fraction, qui sont des organisations éteintes. Selon vous, y a-t-il dans le monde actuellement des groupes, des organisations qui ont repris le flambeau? Et si c'est le cas, selon vous, lesquels? Alors, il faudrait voir suivant les situations dans chaque pays, mais je pense par exemple à la Turquie, qui n'a pas de fort parti ou de fort groupe, existe toujours, pratique la lutte armée soit dans les centres urbains, soit dans les montagnes du Dersim. En Europe, moi je citerai quand même les camarades anarchistes qui ont une longue histoire de répression aussi, et il y a plusieurs organisations qui continuent ce type d'action et ce type de pratique de la lutte armée. Le documentaire est bouclé, on l'a dit. On est dans une situation particulière. Qu'en est-il d'une éventuelle tournée du film? Voilà, qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce qu'il y aura des rencontres, au moins virtuelles, qui pourraient être organisées ou qui le sont peut-être déjà? Voilà, comment est-ce que vous posez la question de comment maintenant le faire voir et surtout comment faire qu'il rencontre un public? Alors, il y avait une sortie, en tout cas une avant-première qui était prévue en octobre dernier. Faut savoir que chaque année, à Lannemezan, devant la prison, il y a une manifestation nationale qui est organisée, donc qui correspond plus ou moins au jour de son arrestation, donc le 24 octobre. Et donc il y avait une projection qui était prévue 2 jours avant, donc ça tombait plutôt bien dans la campagne de soutien à Georges Abdallah. Et puis il y avait une série d'une quinzaine de projections prévues. En tout cas, il y avait un travail qui était déjà entamé, qui a été tué dans l'œuf avec d'abord le couvre-feu, puis le confinement. Donc tout est en suspens là pour le moment pour ce qui est des projections. Comme on disait tout à l'heure, on discute entre nous de l'intérêt ou non de le diffuser sur Internet, sachant que, encore une fois, l'idée, c'est de pouvoir en discuter et donc dans les meilleures conditions possibles, puisque c'est pas un sujet simple. Donc, on reste quand même sur l'idée d'attendre que la situation s'améliore pour relancer toutes ces projections. Il y avait notamment donc, comme tu précisais, le festival Filmer, c'est exister à Genève. Il y avait Ciné Palestine à Paris. Et voilà, et dans différentes salles. Là, il y a un DVD du film qui va sortir ce mois-ci, normalement. Donc, il va y avoir différentes manières de le voir. Pour l'instant, on est un peu en suspens, comme je disais. On attend de voir ce que ça donne. Et après, on espère éventuellement trouver du soutien dans, pourquoi pas, de la distribution si possible, et puis des plateformes de VOD. Il y a différentes possibilités qui existent en France. On aimerait bien se rapprocher de ces plateformes-là pour pouvoir offrir plus de visibilité à ce film. Ouais, un DVD avec quelques petites informations qui pourraient être éventuellement proposées à des librairies militantes. Ouais, c'est-à-dire que ce que j'ai oublié de dire, c'est que le film, on a travaillé sur des versions sous-titrées, donc en français évidemment, arabe, anglais, italien, espagnol et allemand, dans l'idée justement étant donné qu'on n'a pas une force de frappe considérable, on n'est pas distribué, on voulait quand même offrir la possibilité qu'il soit vu au-delà de la France, parce qu'il y a des campagnes qui existent dans de nombreux pays.
Donc ça va être visible, il va être projetable dans d'autres langues. Très bien. J'ai oublié ta question. Oui, c'était de savoir si, mais tu vas voir, la question suivante va avec, les personnes qui seraient intéressées par solidarité également, de commander déjà le DVD, que ce soit des individus, des collectifs ou typiquement des librairies, ou également des collectifs qui souhaiteraient, pourquoi pas, déjà le commander, ou en tout cas déjà parler de futures projections, peuvent-elles d'ores et déjà vous contacter ? Ah bah oui, évidemment. Au contraire, on a besoin de ce soutien-là pour pouvoir multiplier les zones, les lieux de projection, les possibilités de projection, de diffusion. Donc oui, tout le monde peut se rapprocher du collectif. Donc on a une adresse, peut-être que tu la donneras un peu plus tard. Alors, soit il y a le site du film, donc c'est fedayin-lefilm.com. Sinon, c'est la semaine, c'est vacarmfilm@gmail.com. Donc pour toute demande qui concerne ou le DVD ou les projections, et ensuite on échange sur comment organiser tout ça. Très bien. Alors on arrive doucement au terme de cet entretien. Il y aurait bien entendu beaucoup de choses à dire, et notamment des discussions à avoir concernant effectivement l'aventure de Georges Imrim Abdallah, et puis tout ce qu'il nous reste à faire pour arriver, parce que c'est le but de la manœuvre quand même, non seulement à continuer la lutte, mais également à le faire libérer physiquement. Y aurait-il un appel ou des choses que vous souhaiteriez dire à la fin de cet entretien? Oui, peut-être un appel général à participer au soutien à la lutte du peuple palestinien, à participer aux différentes campagnes pour la libération de Georges. Après, ça dépend beaucoup de la situation sanitaire. Mais il y a 2 grands rendez-vous. Il y a une manifestation nationale au mois de juin, normalement, qui est tenue à Paris. On verra si cette année elle peut être tenue. Et une manifestation nationale devant sa prison de Lannemezan au mois d'octobre. En attendant ces 2 grandes dates, on appelle tout le monde à faire des actions de solidarité et à se rapprocher des comités de soutien ou des organisations qui participent à la lutte pour sa libération. Et il en existe dans pas mal de pays d'Europe, notamment en Suisse. Et Jusqu'au-delà de Georges Abdallah, qui touche à la lutte, à la résistance palestinienne, rejoignez aussi les collectifs qui soutiennent le peuple palestinien dans vos villes, parce que c'est pas une période simple pour les collectifs de soutien qui sont vivement attaqués. C'est notamment le cas ici à Toulouse aussi. On a besoin d'être plus nombreux et nombreuses à soutenir le peuple palestinien, plus que jamais. Ouais. On mettra, alors nous on a effectivement ici le festival Filmer c'est exister. On a également effectivement le Secours Rouge à Genève qui s'occupe beaucoup de ceci, dont on mettra les liens, également le collectif Urgence Palestine. Enfin tous ces liens là on les mettra bien entendu au libellé du podcast. Également évidemment le site du film, donc www.fedayin-lefilm.com, le site libérongeorges.samizdat.net. Et puis votre adresse de contact, c'est donc vacarmfilm au pluriel @gmail.com pour les personnes qui souhaitent vous solliciter. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Une bonne continuation dans la lutte, de l'endurance, du courage, et quoi d'autre? Et une bonne diffusion du documentaire quand ça sera possible. Est-ce que vous êtes également présent un petit peu sur les réseaux sociaux ou pas trop? Oui, alors le collectif il y a Facebook, Fedayin, vous pouvez trouver Fedayin sur Facebook. D'accord. Voilà, et également Twitter. Également Twitter, ok. On mettra également ces liens-là. Ok, alors si ça vous va, on s'arrête là pour aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. À toi, merci à vous. Retrouve les directs, les podcasts et la newsletter sur www.libradio.org.